Troisième et dernière séquence pour évoquer la haine, même si le sujet est très très loin d'être épuisé. Aujourd'hui, je vous invite à vous pencher sur la haine de soi. La haine de soi que j'aborderai comme le retournement contre soi-même de la pulsion de haine. Et cette fois, je vais illustrer la chose en m'appuyant sur l'expérience dramatique de certains enfants. Il arrive en effet que pendant l'enfance, le sujet ressent une forte jalousie à l'égard d'un parent, parce que ce parent entretiendrait une relation affective profonde avec une autre personne, ou même un animal, ou même parfois un objet. Et quand je dis une relation affective profonde, en fait, je veux dire une relation beaucoup plus intense que la relation qu'il entretient avec son enfant. Eh bien, cette situation peut conduire l'enfant à incorporer en quelque sorte cette jalousie et à la retourner contre lui. Je pense notamment à une patiente souffrant d'une très très grande mélancolie et qui, dès sa première séance, et je me demande même s'il ne s'agissait pas de sa première phrase devant moi, après qu'elle se soit assise dans le fauteuil, cette patiente qui me confie d'une toute petite voix « Maman a toujours beaucoup aimé les plantes ». Et la patiente de passer ensuite des semaines, des mois de séance à évoquer cette passion maternelle, cette attention de chaque instant, cet amour pour les plantes qui la plaçait, elle, la patiente, largement en retrait, à une place totalement secondaire. Comprenez bien comment cet enfant ne peut-elle penser qu'elle vaut moins que les plantes, qu'elle ne mérite pas l'amour de sa mère, puisque celle-ci ressent davantage de joie face à une plante que face à elle-même. Comment cet enfant ne peut-elle être convaincue que dans la compétition existante entre les plantes et elle, ce sont les plantes qui ont gagné aux yeux de sa mère. Et donc, comment peut-elle être consciente d'une quelconque valeur d'elle-même? Comment peut-elle se reconnaître une quelconque valeur? Ce qui s'est passé dans l'enfance de cette patiente est du registre de la négation, du registre de l'exclusion. Seulement, n'allez pas croire que c'est toujours dans l'indifférence ou dans une attention moindre accordée à l'enfant par rapport à un autre objet que le drame trouve toujours son origine. Parce que dans un tout autre registre, je pense aussi à certains patients adultes qui ont été des enfants lourdement, gravement et durablement malades pendant leur enfance et dont la maladie a focalisé l'attention des parents sur une zone du corps de l'enfant ou sur un organe particulier, organe en danger, organe en souffrance, organe auquel les parents ont accordé tous leurs soins, pour lequel ils ont vécu toutes les peurs, auxquelles ils se sont intéressés davantage qu'au sujet entier représenté par leur enfant. Inversement, je pourrais aussi évoquer ces enfants qui, riches d'une certaine particularité, d'une singularité, ont vu leurs parents
s'extasier, s'émerveiller devant cette particularité, qu'elle soit physique ou psychique, peu importe, hein, davantage que sur le sujet entier que représentait l'enfant. Eh bien, là encore, il est évident que l'enfant se sent exclu en tant que sujet de la relation que les parents entretiennent avec l'organe malade ou avec la particularité admirable. Non reconnu en tant que sujet entier, il ressent une jalousie très forte à l'égard de cet organe ou de cette particularité dont il voit bien qu'ils apportent un bénéfice évident aux parents. Alors, entrer en rivalité avec cette part de lui-même qui nie son entièreté de sujet, ça lui permet de continuer à préserver, on va dire, une illusion de lien affectif avec les parents. Parce que la réalité doit impérativement être niée afin d'éviter la souffrance. Bon, par ailleurs, comme cet enfant ne peut pas orienter sa haine vers les parents, hein, elle est très vite refoulée, eh bien, qu'est-ce qu'il a comme autre choix que de la retourner sur lui-même, de la retourner contre cet organe ou cette particularité qui semble mériter davantage d'amour, davantage d'attention que sa personne entière. C'est sa seule défense possible. Les issues ultérieures de cette situation conduiront le sujet à mettre en scène, à remettre en scène le conflit initial dans le réel et à maltraiter, consciemment ou inconsciemment, l'organe ou la particularité concernée jusqu'à des extrêmes parfois très dommageables pour la santé et pour l'intégrité de la personne. Alors, en guise de conclusion, je poserai une question. Peut-on croire que cette illusion indispensable existe seulement du côté de l'enfant? Non, bien entendu. Non seulement l'illusion n'est pas seulement du côté de l'enfant, mais la défense également n'est pas seulement du côté de l'enfant. Le parent aussi est obligé de se raconter une histoire pour se cacher la haine qu'il peut éprouver parfois envers l'enfant. L'enfant n'étant en l'occurrence qu'une représentation, parce que la haine du parent, c'est en réalité la remontée, l'émergence, la réactivation d'une haine due à une relation manquée avec ses propres parents. Et donc, vous voyez que des deux côtés, la haine sera forcément étouffée dans l'œuf. Une division de défense s'opère entre l'enfant couvé, protégé, admiré d'une part, et l'enfant détesté, haï d'autre part. Eh bien, voyez-vous, quand je dis qu'une analyse n'est pas suffisamment approfondie, tant que l'analysant n'a pas exploré, tant qu'il n'a pas parcouru son territoire de la haine, c'est parce que toute l'émotion de haine éprouvée par l'adulte envers des cibles diverses et variées, toutes ces motions devront un jour être démasquées. Elles devront être démasquées comme étant seulement le déguisement acceptable de motions haineuses beaucoup plus anciennes, ravageuses, dévastatrices, des zones de chaos que l'analysant devra impérativement traverser pour tenter d'atteindre l'autre rive.